Jason, qui a 2 enfants, se rend sur un parking pour rencontrer son ex-femme et lui rendre les enfants. Elle n'arrive pas. Il va téléphoner sur son téléphone. Elle ne répondra jamais. Mais qu'est-il arrivé à Jolene? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le début de l'année 2022. Première vidéo et vous allez voir, elle ne va pas vous décevoir. On démarre sur les chapeaux de roulette. Le 13 mai 2018, dans le comté de Nassau en Floride, Jason G a 2 enfants. Il en a la garde ce week-end. Il les a eus avec Jolene Cummings, 34 ans. En fait, ils en ont eu 3, mais malheureusement, il y en a un qui est décédé. Comme je vous disais, ce week-end-là, Jason a la garde de ses 2 enfants. Mais pendant le week-end, c'est l'anniversaire de Jolene ainsi que la fête des mères. Alors, ils ont convenu tous les deux que Jason allait ramener les enfants à Jolene et ainsi, elle pourrait fêter son anniversaire et la fête des mères avec eux. Bah oui, c'est sympa quand on peut s'arranger. Donc, Jason arrive sur le parking où ils se sont donné rendez-vous. Et là, c'est trop bizarre. Jolene n'est pas là et cela ne lui ressemble pas du tout. Quand il s'agit de ses enfants, elle est toujours à l'heure, voire même en avance. Jason attend, encore, puis quand il finit par s'impatienter, il va téléphoner sur le portable de Jolene. Elle ne répond pas une fois, elle ne répond pas 2 fois et en fait, elle ne répond jamais. Au bout d'un moment et s'inquiétant toujours, Jason va avoir l'idée d'appeler la mère de Jolene. Ah bah là, c'est horrible, hein. La mère de Jolene, elle est tout de suite inquiète parce que sa fille tient tellement à ses enfants qu'avec son instinct de mère, elle sait qu'elle n'aurait pas laissé ses enfants seuls avec le père sur le parking à attendre. La mère de Jolene décide de se rendre à son appartement, à l'appartement de Jolene, pour en savoir plus. Elle frappe, pas de réponse. Elle refrappe, pas de réponse. En plus, elle a remarqué que la voiture de Jolene n'est pas garée devant chez elle. La mère de Jolene et Jason repartent chacun chez eux, Jason avec les enfants et la mère de Jolene chez elle, et elle dira à Jason d'aller au commissariat dès le lendemain matin pour signaler la disparition de sa fille si elle n'est pas rentrée. Malheureusement, le dimanche matin, Jolene ne rentrera pas et sa mère ira bien déposer plainte au commissariat pour personne disparue. Bon alors tout de suite, l'enquête va commencer. Là, les policiers, ils sont au taquet du taquet. Une jeune femme blonde de 34 ans, mère de 2 enfants, coiffeuse dans un salon dans leur ville, il faut la retrouver. Tout d'abord, ils vont commencer par son appartement. Ils vont rentrer à l'intérieur et constater qu'il n'y a pas d'objet déplacé ni cassé. Il n'y a pas donc eu vol. Ensuite, ils vont fouiller les alentours de l'appartement de Jolene où il y a une petite forêt et heureusement, ils ne vont rien trouver. Du coup, il va paraître évident que le dernier endroit où elle se trouvait, c'est sûrement son lieu de travail, le salon de coiffure. Mais là, on a un problème. Le dimanche, le salon de coiffure est fermé. Il va donc falloir attendre pour que les officiers puissent se rendre au salon. Par contre, les policiers vont faire une découverte bien étrange. Ils vont se rendre compte que 4 jours avant la disparition de Jolene, une voisine à elle avait appelé les policiers pour se plaindre du tapage qu'il y avait venant de l'appartement de Jolene. Elle entendait des cris, une dispute, des objets qui tombaient sur le sol et elle a même entendu Jolene crier à ses enfants de rester dans leur chambre. Ce jour-là, les policiers étaient arrivés sur les lieux, Jolene leur avait ouvert et leur avait dit qu'elle s'était disputée avec son ex-mari. Petite parenthèse, l'ex-mari en question, le père des 2 enfants, venait juste de sortir de prison et il était en période de probation. Du coup, quand il a su qu'elle avait appelé la police, lui il a eu trop peur, il est parti. Ce qui fait que ce jour-là, la police n'a pu que constater que les enfants et Jolene allaient bien, la voisine est rentrée chez elle, Jolene aussi et les policiers sont repartis. Mais du coup, avec cette information de plainte de la part de la voisine, les policiers ont un premier indice et ils se tournent vers l'ex-mari de Jolene.
Le 15 mai, les policiers vont enfin se rendre au salon de coiffure et ils vont pouvoir interroger les employés ainsi que le patron de Jolene. Son patron dira qu'effectivement, elle était hyper heureuse de fêter son anniversaire et la fête des mères avec ses enfants et il pense que pour rien au monde, elle n'aurait raté ça et cela l'inquiète énormément car il faut savoir une deuxième chose. Il n'y a pas seulement Jolene qui a disparu du salon de coiffure, mais une deuxième personne, Jennifer, une collègue à elle. Les policiers posent plus de questions au patron et ils en concluent qu'effectivement, il y a 2 personnes qui manquent à l'appel au salon de coiffure. Le patron va donc donner l'adresse de Jennifer aux policiers et il décide de rentrer l'adresse dans le GPS pour s'y rendre. Cette adresse n'existe pas. Mais qui est donc cette Jennifer? Pourquoi n'est-elle pas là? Et pourquoi son adresse est-elle fausse? Ouh là là, moi je vous le dis, au stade où on en est, c'est pas que j'ai plus de nez, mais je la sens pas du tout cette histoire. Hein. Remarquez, c'est normal, on est dans une DPAE et dans toutes mes histoires, ça va finir par mal se passer. On reprend. Du coup, vu que Jennifer n'est pas là et qu'elle a donné une mauvaise adresse, elle aussi, elle devient comme l'ex-mari de Jolene, suspecte dans cette affaire. Bon alors pendant ce temps-là, ils ont retrouvé l'ex-mari, lui il était à quelques kilomètres de là, dans une maison inhabitée, caché sous des cartons, ils l'ont arrêté et ils l'ont emmené au commissariat pour lui poser des questions. Mais lui nie avoir vu Jolene, justement, il l'attendait sur le parking pour lui donner des enfants et il n'y est pour rien dans cette histoire. Dans un même temps, ils vont retrouver la voiture de Jolene. Elle était vide et abandonnée, garée sur un parking. Ils vont fouiller à l'intérieur. Pareil, aucune trace d'objet déplacé, aucune trace de sang, rien à signaler. Mais les policiers, c'est pas des lapins de 3 semaines. Ils vont avoir l'idée de regarder les caméras de vidéosurveillance du parking où a été trouvée la voiture de Jolene. Et là, mais c'est vraiment bizarre. On voit la voiture de Jolene arriver le dimanche à 1h du matin. Elle reste allumée, puis la voiture s'éteint et quelques minutes après, on y voit descendre une femme. La femme qui descend de la voiture est Jennifer. Oui, ce n'est pas Jolene. La femme qui a conduit la voiture, qui l'a posée sur le parking, c'est sa collègue de travail, elle-même disparue, Jennifer. Bon, tout de suite, les policiers, ils vont émettre un mandat d'arrestation et elle va être recherchée. Par contre, jusque-là, le mandat qui sera émis portera pour sujet vol de voiture car on n'a aucune preuve que Jennifer ait fait quoi que ce soit de physique à Jolene. Le jeudi 16 mai, ils vont localiser Jennifer. Elle est dans sa propre voiture sur un parking en train de dormir. A priori, elle habitait dedans, elle mangeait, elle dormait dans sa voiture. Ils vont seulement attendre le lendemain matin pour l'arrêter. Ils vont la conduire immédiatement en prison et commencer à la questionner. Et là, elle est totalement incohérente. Un coup, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle avait la voiture de Jolene. Un autre coup, elle dira que c'est Jolene qui lui a prêté. Elle ne fait que mentir, que les mener par le bout du nez et elle est totalement incohérente. En tout cas, une chose est sûre, elle ne cesse de répéter qu'elle n'a rien fait à Jolene. Bon, par contre, à ce stade de l'histoire, les policiers, ils la croient pas du tout, la Jennifer, parce que je vais vous montrer les photos. Elle a le visage tout griffé sur le côté, elle a aussi les mains griffées et le corps et les jambes. Ensuite, s'ensuivra une conférence de police avec le shérif et la mère de Jolene où ils demanderont si quelqu'un sait quelque chose sur la disparition de Jolene et malheureusement, ils vont aussi dire qu'ils ont la preuve que Jolene n'est plus en vie mais n'en diront pas plus au sujet de ces preuves. C'est alors que Jennifer Sieber, la collègue de travail de Jolene, va avouer aux policiers qu'en fait elle utilisait un faux nom, un faux numéro de sécurité sociale et qu'elle avait un faux passeport. Son véritable nom est en fait Kimberly Kessler. Du coup, la police va faire paraître sa photo et ses 2 noms à la télévision et dans les journaux pour qu'il puisse y avoir des personnes pour témoigner dans cette affaire. Et là, un nombre invraisemblable de personnes vont donner des détails sur, alors je l'appellerai plus Jennifer, mais Kimberly puisque c'est son vrai nom.
Et là, un nombre de personnes incroyables vont donner des détails sur Kimberly. Il y en a même qui étaient à la petite école avec elle. Ils vont dire qu'enfant, ils avaient peur d'elle, qu'elle était très bizarre. Des ex vont dire qu'elle était violente, qu'elle criait, qu'elle était bizarre, menteuse. Des anciens patrons à elle vont dire elle a volé des affaires, volé dans la caisse. Des dizaines et des dizaines de témoignages affluent au commissariat de police. Bon alors les policiers ils vont mener leur enquête sur elle. En fait il s'avère que depuis 1994 sa famille ne l'avait plus revue. Kimberly leur avait même avoué je vais partir, vous ne me retrouverez jamais car je vais prendre l'identité de quelqu'un de décédé. Du coup ses parents, sa famille ils vont rien faire et puis quand même en 2012, 8 ans après, ils vont la déclarer disparue n'ayant jamais eu de nouvelles d'elle. 8 ans ça fait long quand même. Et là, accrochez-vous. La police, et c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça dans aucune autre affaire, va se rendre compte que Kimberly a vécu dans 33 villes, 14 États et a utilisé entre 18 et 20 identités différentes. Vous vous rendez compte ? Pendant 14 ans, Kimberly a utilisé entre 18 et 20 identités. C'est énorme. Mais comment faisait-elle pour avoir autant? C'est même plus une double vie, une triple vie. Elle a eu 20 vies. Pendant ce temps-là, la police, elle veut vraiment savoir où est Jolene et elle va offrir une récompense de 30 000 $ à qui pourrait nous mener à Jolene. Elle, Kimberly, elle est toujours en prison. Elle ment tout le temps, elle dit n'importe quoi et elle dit qu'elle n'a pas tué Jolene. Du coup, comme elle en a marre d'être en prison puisque pour elle, elle est innocente, elle se met à faire une grève de la faim qui durera 10 jours et elle va descendre jusqu'à 33 kilos. Les médecins vont trop s'inquiéter, ils vont la faire rentrer à l'hôpital de force et elle va être nourrie sous intraveineuse. Manque de bol pour Kimberly, la police va mettre la main sur une deuxième vidéo où on la voit à côté du salon de coiffure jeter des gros sacs poubelles dans une benne à ordures. Bon alors là, tout de suite, les enquêteurs, ils imaginent que c'est peut-être le corps de Jolene, sauf que ça fait plus d'une semaine et demie que les éboueurs sont passés. Ils vont quand même se rendre à la décharge. Des dizaines d'enquêteurs de la scientifique en combinaison blanche vont fouiller les détritus, mais on ne retrouvera jamais rien. D'ailleurs, pour la petite info, on n'a jamais retrouvé son sac à main et son téléphone et on présume qu'ils étaient également dans les sacs poubelles. Bon alors les policiers, comme je vous l'ai dit, ils sont au taquet, ils en ont pas fini. Ils vont aller au salon de coiffure, le faire fermer et ils vont tout passer au luminol, au Blue Star. Et là, mais c'est pire que tout, c'est une scène d'horreur. Il y a des taches de sang bleu révélées de partout dans le salon de coiffure. Il y en a même dans l'arrière-boutique, contre les lavabos, sur le sol, sur les fauteuils. Alors on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'ils viennent de retrouver toutes ces taches de sang dans le salon de coiffure, mais en plus va ressortir une troisième vidéo de Kimberly qui est dans un supermarché Walmart et qui va acheter de l'ammoniac, une scie électrique, des gants en plastique et qui va passer à la caisse libre-service. Allez, on continue. Ils vont retrouver un local de stockage où Kimberly mettait des affaires et là-bas, ils vont y retrouver plein de perruques de toutes les couleurs et des bottes où malheureusement, il y aura le sang de Jolene. Bon, avec cette histoire, on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, je vous l'avais dit au début, parce qu'ils vont retrouver également une quatrième vidéo où on voit Kimberly attendre dans une station-service après avoir déposé la voiture de Jolene sur le parking. Elle attend dans cette station-service, un taxi arrive, va la prendre et va la déposer au salon de coiffure où on présume elle a fait tout le nettoyage. Bon alors là, Kimberly, elle a beau dire que c'est pas elle, il y a trop de vidéos et trop de preuves contre elle. À la suite de tous ces articles de journaux, de toutes ces conférences de presse et dirons-nous de cette mauvaise pub pour le salon de coiffure, il faut savoir que peu de clients y allaient. Normal, on n'a pas trop envie d'aller dans un salon de coiffure où il y a eu un meurtre. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que ça, on n'y avait pas pensé. On apprend que Kimberly Kessler avait eu un enfant
avec un homme en 1998. À l'époque, elle se faisait appeler Melissa Brooke. Vous avez envie de savoir ce qu'est devenu l'enfant? En 2000, les services sociaux se sont penchés sur ce couple et ils leur ont retiré l'enfant, qui n'est jamais retourné ni avec sa mère ni avec son père, et son identité est à ce jour secrète. Ce qui est très rare dans une affaire de crime, c'est qu'il puisse y avoir un procès alors qu'il n'y a pas de corps, mais c'est bien ce qui va arriver contre Kimberly. Le 2 juillet 2019, elle va plaider non coupable. Il va y avoir 2 psychiatres qui vont l'observer pour savoir si elle peut assister à son procès. Un dira que oui, l'autre dira que non. Le juge va trancher et dire qu'elle le peut. Mais alors là, ça va être le cirque du grand n'importe quoi. Kimberly se rendra au procès et dans la salle d'audience, elle va hurler des injures et des gros mots à l'encontre de tout le monde. Elle tentera de se mettre nue et d'ôter ses vêtements. Elle sera folle, hystérique, ce qui fait que tout au long du procès, ils vont être obligés de la faire sortir de la salle d'audience, de la faire re-rentrer, sortir. Bon, après un tel cinéma, les juges, ils en ont eu marre et ils l'ont mis dans une salle à côté où elle pouvait suivre son pré-procès sur une télévision. Ensuite, quelques mois plus tard, finalement, le juge va décider qu'elle est apte à suivre le procès final. Et là, enfin, le 9 décembre 2021, Kimberly Keltner est reconnue coupable du meurtre au premier degré dans la mort de Jolene. Alors, il faut savoir qu'elle risque la prison à vie, mais que sa sanction définitive sera rendue en janvier 2022. Et voilà mes zigotos, on en est là pour cette histoire. Moi, je l'ai trouvée totalement folle, mais qui est cette femme avec toutes ses identités, pratiquement une vingtaine, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il y aurait même eu des rumeurs de personnes qui l'ont connue dans le passé et qui ont dit que d'autres personnes ont disparu autour d'elle. Alors, a-t-elle juste éliminé Jolene ou d'autres personnes? Nous n'en savons pas plus, mais cette femme reste vraiment zinzin et très mystérieuse. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soutenez-moi en mettant un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la clochette, prenez grand soin de vous-même et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!